L'Europe s'est-elle reconstruite après la Seconde Guerre mondiale? Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe ne ressemble plus à ce qu'elle était. Ce n'est pas seulement un continent fatigue, c'est un monde brise. Les villes ne sont plus que des squelettes de pierre. Les routes sont coupées, les usines silencieuses. Dans certaines capitales, on marche encore au milieu des gravats pour aller chercher du pain. Et même ce pain manque. Des millions de personnes n'ont plus de maison, parfois plus de famille. Des enfants errent, des prisonniers reviennent, des frontières bougent. L'Europe est vivante, mais à peine. Dans ce chaos, une question domine tout. Comment reconstruire et surtout, comment éviter que cela recommence? Très vite, une autre réalité s'impose. Ceux qui ont gagné la guerre ensemble ne s'entendent déjà plus. D'un côté, les États-Unis. De l'autre, l'Union soviétique. Deux visions du monde totalement opposées. Entre les deux, l'Europe devient un terrain de tension. C'est le début de la guerre froide. Une guerre sans combat direct entre les grandes puissances, mais pleine de méfiance, de rivalité et de peur. Le continent se coupe alors en deux. À l'ouest, on reconstruit des démocraties, avec des élections, des libertés et une économie de marché. À l'est, les pays passent sous influence soviétique. Les régimes deviennent communistes, l'État contrôle l'économie et la liberté politique est limitée. Cette division n'est pas qu'une ligne sur une carte, c'est une fracture profonde dans la vie des gens. Des familles se retrouvent séparées, des peuples suivent des chemins totalement différents. Un peu plus tard, cette séparation prendra une forme concrète avec le mur de Berlin, mais dès la fin des années 1940, la cassure est déjà là, invisible mais bien réelle. Dans la partie ouest de l'Europe, une aide décisive arrive. Les États-Unis lancent le plan Marshall. Ce n'est pas un simple geste de générosité, c'est aussi une stratégie. L'idée est claire, aider l'Europe à se relever pour éviter qu'elle ne sombre dans la misère et dans le communisme. Des milliards de dollars sont injectés dans les économies européennes. On reconstruit des usines, on modernise les machines, on relance l'agriculture. Peu à peu, la vie reprend. Les trains roulent à nouveau, les marchés se remplissent, les villes se reconstruisent. Ce n'est pas immédiat, mais l'espoir revient. En parallèle, les pays européens comprennent qu'ils ne peuvent pas simplement reconstruire comme avant. Avant la guerre, les rivalités nationales, les crises économiques et les tensions politiques avaient ouvert la voie au conflit. Il faut donc changer profondément la manière de fonctionner. C'est dans ce contexte que naît une idée radicale. Au lieu d'être en compétition, les pays européens vont coopérer. Non pas seulement diplomatiquement, mais économiquement. L'objectif est presque simple dans sa formulation, mais révolutionnaire dans ses conséquences. Rendre la guerre impossible. On commence avec quelque chose de très concret, le charbon et l'acier, les matières premières essentielles pour faire la guerre. En les mettant en commun au sein de la communauté européenne du charbon et de l'acier, les pays participants lient leurs intérêts. Si leurs industries sont connectées, ils ne peuvent plus facilement se faire la guerre. C'est une idée nouvelle dans l'histoire européenne. Pendant des siècles, les nations se sont affrontées. Là, elles choisissent de partager. Quelques années plus tard, cette coopération s'élargit avec le traité de Rome, qui donne naissance à la communauté économique européenne. Cette fois, on ne parle plus seulement de matières premières, mais de commerce, de circulation, d'économie dans son ensemble. Les frontières commencent à s'ouvrir, lentement mais sûrement. Pendant ce temps, la vie change profondément pour les populations d'Europe de l'Ouest. Les économies redémarrent avec une force impressionnante. Les usines produisent, les emplois se multiplient, les salaires augmentent. On voit apparaître une classe moyenne plus large, qui peut consommer, voyager, s'équiper. C'est la période que l'on appellera plus tard les 30 Glorieuses. Mais cette prospérité ne raconte qu'une partie de l'histoire européenne. À l'Est, la reconstruction suit une autre logique. L'économie est dirigée par l'État, les décisions viennent d'en haut. Il y a aussi de la reconstruction, de l'industrialisation, les matières premières sont disponibles, les usines fonctionnent, mais il faut encore du temps. Dans le Sud, les économies sont plus stables, les salaires augmentent, les emplois se multiplient, les
Mais la liberté individuelle est limitée et les tensions sociales existent. De temps en temps, elles éclatent en révolte, souvent réprimées. Ainsi, pendant des décennies, deux Europes coexistent sans vraiment se rencontrer. Une Europe ouverte, en croissance, tournée vers la coopération. Et une autre, plus fermée, sous contrôle, marquée par la peur du bloc opposé. Puis, lentement, quelque chose commence à changer. Dans les années 1980, le système à l'Est s'essouffle. L'économie ralentit, les populations réclament plus de liberté. Et soudain, presque contre toute attente, le mur tombe. Littéralement. La chute du mur de Berlin en 1989 devient un symbole mondial. Ce n'est pas seulement une structure de béton qui disparaît, c'est toute une époque qui s'effondre. Les frontières s'ouvrent, les régimes changent, les peuples se reconnectent. L'Europe entre alors dans une nouvelle phase de reconstruction, moins visible que celle de 1945, mais tout aussi importante. Les pays de l'Est se transforment, adoptent progressivement des systèmes démocratiques et rejoignent peu à peu les structures européennes. Ce long chemin, commencé dans les ruines de 1945, aboutit à quelque chose d'unique dans l'histoire. Un continent qui, après s'être déchiré pendant des siècles, choisit de s'unir. La reconstruction de l'Europe n'a donc pas été seulement matérielle. Elle a été une reconstruction des idées, des relations, et de la manière même de penser la paix. Ce n'est pas une histoire parfaite. Elle est faite de tensions, d'inégalités, de conflits parfois. Mais c'est une transformation profonde. Et si aujourd'hui l'Europe est un espace où la guerre entre ses membres paraît presque impensable, c'est parce que, dans les ruines de 1945, certains ont décidé que l'histoire ne devait plus se répéter.